Bonjour à toutes et bonjour à tous. Toujours la grande tribune de la relance aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence. On parle de la reprise et on va en parler avec Éric Lombard, le directeur général de la Caisse des dépôts, qui est au cœur du plan de relance français. Alors bonjour Éric. Bonjour Philippe. Ça sent la reprise ou pas à Aix-en-Provence? Qu'est-ce que vous observez? Ça sent la reprise. J'ai le plaisir dans mes fonctions de beaucoup visiter les territoires, voir les élus, les chefs d'entreprise. Et il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de dynamisme. Il faut dire qu'on y a mis les moyens. Vous savez peut-être que la Caisse va mettre 26 milliards d'euros dans le plan de relance. On a décidé ça dans le premier confinement. On a commencé à mettre ça en place au mois de septembre. Et à ce jour, on a déjà dépensé 9 milliards d'euros. En plus le tiers, de ce que fait l'État, à peu près le tiers. À peu près comme l'État, d'ailleurs, dans son plan de relance, il est à peu près à 30 milliards. Et ce plan est un plan sur 3 ans. On pense qu'en 3 ans, on aura engagé ces 26 milliards. Et après la Caisse continuera ses missions. Alors, ils sont fléchés où ces 26 milliards? Alors la première priorité, c'est la transition écologique énergétique. Il faut qu'on accélère. Le rapport du GIEC est très inquiétant. Et en fait, c'est assez complexe la transition écologique énergétique. Il faut changer la production d'énergie, les modes de transport, l'isolation des bâtiments. On y reviendra. Le deuxième thème, c'est le logement. C'est le rôle de la Caisse, le rôle historique de la Caisse de soutenir le logement social, mais pas seulement. L'année dernière, on a lancé un plan de 40 000 logements. Cette année, 30 000 logements sociaux. Donc, on va à fond. Le soutien des entreprises, notamment avec BPI France, vous savez qu'on en détient 50% avec l'État. Et puis, tout ce qui est cohésion sociale. J'étais à Montpellier il y a 3 jours, dans cette même région. On a prêté 48 millions d'euros pour rénover le CHU de Montpellier, la construction des EHPAD, la formation. Voilà les 4 grands axes, transition écologique, logement, soutien des entreprises, cohésion sociale. Une question macro avant de rentrer dans tout le détail. Vous êtes un financier, la Caisse des dépôts, c'est une grande banque d'une certaine façon, une grande institution financière, et vous êtes un acteur présent à peu près partout, du livret A jusqu'à, effectivement, vous l'avez dit, auprès aux collectivités locales. Il y a de l'argent, les taux sont bas, on craint peut-être l'inflation, mais pour l'instant, il y a de l'argent et on peut s'endetter pour pas trop cher. Qu'est-ce que vous dites? Est-ce qu'il faut aller plus loin? Est-ce qu'il faudrait même, certains parlent d'un deuxième plan de relance, est-ce qu'il faut en profiter? Alors, oui, il faut en profiter, parce que, encore une fois, la transition écologique et énergétique, notamment, demande beaucoup d'investissements. Puis simplement la relance de notre économie. En revanche, les fonds sont là. Les fonds sont là. L'année dernière, le livret A a collecté 35 milliards d'euros. Nous, sur les 26 milliards du plan de relance, on en a engagé 9 milliards. Donc, il reste quelques milliards à engager. L'État, comme vous le rappeliez, a engagé seulement un tiers de son plan de relance. Donc, les fonds sont là. Il nous faut des projets. Ce qui manque aujourd'hui dans l'économie mondiale, dans l'économie française, ce ne sont pas les financements, que ce soit du capital ou que ce soit de la dette, c'est des entrepreneurs, des projets. Et quand il y a un projet qui tient la route, il trouve son financement. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis souvent sur le terrain pour engager les entrepreneurs, les élus, les acteurs publics à faire plus et plus vite. Un petit mot sur le livret A quand même, vous l'avez dit, mais il y a un débat si jamais l'inflation devait repartir. Est-ce qu'il faudra relever, si l'inflation repartait, la rémunération du livret A? On pense aujourd'hui, il y a beaucoup d'économistes ici, donc voilà, qu'il y aura une reprise de l'inflation en fin d'année. Parce que tension sur les approvisionnements, sortie de crise, c'est probablement ponctuel. En revanche, les acteurs, les banques centrales, essayent de faire remonter l'inflation autour de 1 à 2%. Je pense qu'il ne faudrait pas faire remonter le taux du livret A trop vite, parce que d'abord, aujourd'hui, même s'il y a un peu d'inflation, on est dans un environnement de taux négatif. Quand on passe à la Banque Centrale Européenne, c'est moins 50 centimes. Le livret A, c'est plus 50 centimes. Mais surtout, le livret A, c'est la base du financement du logement social et du financement des collectivités locales. Or, on a un sujet dans ce pays qui est de difficulté. On ne construit plus assez de logements sociaux. Parce qu'il y a le cycle municipal, des nouveaux élus un peu plus réticents. Et donc, ce n'est pas le moment de renchérir le coût de financement du logement social. C'est vrai qu'un an après les municipales, on voit qu'il y a toujours un déficit dans la construction de logements de façon globale. Les logements sociaux, peut-être, certainement. Les Français ont besoin de se loger. En plus, certains d'entre eux veulent bouger, changer de logement, changer de ville, changer de vie. Comment est-ce que vous pouvez, vous, contribuer à, effectivement, ce grand changement
une société qui veut plus de mobilité. C'est une vraie difficulté, à tel point que le gouvernement a nommé une commission qui est présidée par François Rebsamen, ancien ministre, maire de Dijon, que chacun connaît, parce que les freins sont très nombreux. Il y a d'abord un frein qui est lié à la nouvelle conception de la ville, et qui est une conception plus écologique, bas carbone, et qui vise à lutter contre l'artificialisation des sols, et ça c'est bien. Mais la conséquence de ça, si on veut construire, c'est qu'il faut construire soit sur des friches, soit construire plus en hauteur. Et ça, il y a pas mal d'élus qui sont assez réticents. Plus en hauteur, c'est quoi? C'est plus 3 étages? Ça dépend des endroits, ça dépend des R+2, styles de R+3, ville, R+4. Mais c'est vrai qu'il faut sans doute... faut densifier la ville. 3 étages, il faut densifier la ville. Pour ne pas artificialiser trop. Ça fait des bâtiments plus écologiques, et dans leur construction, et dans leur gestion. Parce que c'est plus facile d'isoler un immeuble que d'isoler un pavillon qui est isolé quelque part près d'une forêt. Beaucoup d'élus, de Françaises et de Français pensent que construire, c'est quelque chose qui contribue au réchauffement climatique. Or, on fait aujourd'hui des constructions bas carbone. Et j'ai vu le chantier récemment dans ce voyage d'une école qui va être à énergie positive. C'est-à-dire qu'elle va générer par les plaques solaires qui seront sur son toit plus d'énergie qu'elle ne va en consommer. Donc on peut avoir une construction écologique. Il y a une troisième raison qui est assez traditionnelle. Il y a beaucoup de mouvements de population, mais parfois certaines villes n'ont pas forcément envie de voir leur population s'accroître. Or, il y a nécessité parce qu'elles ne sont pas certaines d'avoir les services qui accompagnent. Souvent, c'est ça, c'est les écoles, c'est les crèches. Parce que ça coûte. Quand il y a des nouveaux logements, d'ailleurs c'est pour ça que dans ces villes en croissance que sont Nantes, Montpellier, Marseille, on construit beaucoup d'écoles. Ce sont des territoires jeunes. Il faut construire des écoles, des crèches, des lycées, des services qui vont autour, des services publics qui vont autour, les salles de sport. Donc c'est coûteux. Alors, c'est vrai qu'il y a des tensions sur les finances locales, et ça c'est aussi une raison de limiter ces investissements, une mauvaise raison. C'est pourtant impératif parce que ce qu'on constate après cette crise sanitaire qu'on est en train de sortir, c'est des vastes transferts de population. Beaucoup de jeunes notamment ne veulent plus vivre dans les métropoles, et on voit bien qu'avec le développement du télétravail, ce sera plus facile de vivre à 2 heures de train, de TER, là où on travaille. Donc il y a un transfert vers des métropoles plus petites ou vers les villes moyennes, grâce au plan Action Cœur de Ville. On a développé depuis 3 ans maintenant 222 villes moyennes. Ces villes se sont transformées. D'une certaine façon, la crise a été une chance peut-être pour ce plan, non? La crise, une opportunité en tout cas. Churchill, il ne faut jamais gâcher une crise. Il ne faut jamais gâcher l'opportunité d'une bonne crise. Elle va permettre un rééquilibrage, à mon avis, bienvenu des territoires au profit des villes moyennes, ces 222 villes qui se sont rénovées puissamment depuis 3 ans, et au profit des territoires ruraux. Et on a lancé avec Jacques Bureau il y a 2 ans, Petite Ville de demain, 1600 villes de petite taille en zone rurale. Et pour la première fois depuis 2 ans, pour la première fois je pense depuis la Deuxième Guerre mondiale, on a une croissance des zones rurales en termes démographiques. Donc il y a des mouvements très profonds de rééquilibrage, et il faut les accompagner par du logement, par du service public. Et donc ça demande de l'investissement, et ça tombe bien parce que ça va permettre aussi d'avoir une économie plus durable. Et 2 ans ou 3 ans après la crise des Gilets jaunes, on revient vers le pavillonnaire. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe à se dire, ou est-ce que la réponse va être d'accompagner cette transition non seulement par effectivement la construction de logements peut-être plus urbains, comme on disait autrefois, avec plus, mais il va falloir accompagner ça des mobilités qui vont avec, les mobilités du quotidien, plus la voiture électrique. Sinon, ça ne boucle pas. Alors, en réalité, il faudrait éviter la construction de nouvelles zones pavillonnaires parce qu'on consomme trop de terre. Et on voit bien quand même que... Oui, mais les gens veulent avoir leur jardin quand ils partent à la campagne. Peut-être qu'il faudra un peu de contrainte publique, mais on ne peut pas dire que c'est à cause de la limitation de la biodiversité qu'on a eu ce virus, et continuer à limiter la biodiversité en étendant des surfaces qui sont des surfaces construites ou bétonnées. Donc là, on a vraiment une question à traiter en termes de politique publique qu'il faut traiter. Et ensuite, vous avez raison. Investir dans les nouvelles mobilités. Il faut investir dans les nouvelles mobilités. Alors, d'abord, un des sujets qu'on finance le plus en ce moment, partout, je l'ai fait à Brest, à Rennes, moi-même, mais c'est fait par les équipes partout, à Montpellier encore il y a 2 jours, c'est de financer des bus à hydrogène. Ouais.
parce que c'est bien, c'est des bus verts, des tramways qui sont électriques. Et puis il y a un grand chantier qu'on est en train de lancer, qui est l'installation de bornes de recharge électrique. En fait, on en parlait tout à l'heure avec Marianne Legnaud de l'Hélice. C'est voilà. Le grand chantier qui doit accompagner la voiture électrique. Alors, ce qui est intéressant, c'est que même pour le très haut débit, on était dans un grand plan national d'équipement qui a été lancé parce que c'est vrai que le très haut débit, il y a 3 ou 4 opérateurs. Là, sur les bornes de recharge, on voit bien qu'il y a beaucoup plus d'entrepreneuriat qui se développe autour de ça. Peut-être de donner deux exemples très concrets. Une société dont on est actionnaire s'appelle Sun & New, qui fait des ombrières photovoltaïques sur des parkings avec des bornes de recharge dessous. Et ça, alors évidemment c'est branché sur le réseau et les bus, etc. Mais ça c'est un acteur privé. Et puis il y a ce qu'on fait dans les copropriétés. Et là ça va être fait copropriété par copropriété. Et puis il y a dans cette région un autre acteur dont on est actionnaire qui s'appelle Proviridis et qui fait les stations énergétiques de demain, c'est-à-dire de l'électricité, de l'hydrogène, du méthane. Comme c'est pas loin de Fos où arrivent les méthaniers, il y a un approvisionnement local. Donc on voit bien que cette infrastructure énergétique de demain est en train de se développer et elle se refait avec un maillage beaucoup plus local qui, à mon avis, va permettre d'aller vite. Parce qu'effectivement, il faut aussi qu'il y ait des voitures individuelles électriques, notamment dans les zones rurales, et donc des bornes de recharge partout sur le territoire. Alors je vais terminer cette interview avec vous sur le volet plus économique, les entreprises. Un des grands débats à Aix, il y a un des grands débats publics, c'est comment est-ce qu'on débranche la tente à oxygène, également des aides aux entreprises. Alors le gouvernement a dit que ça va commencer de façon progressive cet été. Certains disent attention parce que ça risque de précipiter, accélérer ou faire finalement ressurgir les faillites qui avaient été un peu arrêtées pendant la crise. Il y a eu très peu de faillites pendant la crise par rapport à la moyenne. Quel regard vous portez là-dessus? On sait qu'il va falloir essayer, il y a des techniques financières qui peuvent aider d'apporter un relais à ces entreprises, en tout cas celles qui sont viables. Comment est-ce qu'on va vivre cette période de transition-là? Et est-ce que ce n'est pas le moment le plus dangereux finalement dans lequel on rentre? Je suis d'accord, parce qu'on était déjà là, vous et moi, après la crise de 2008. Et après la crise de 2008, on a débranché les aides trop vite et on a eu la rechute extrêmement violente et difficile à vivre de 2011. Donc il faut qu'on évite ça. Donc je pense qu'il faut... Donc il ne faut pas rentrer dans une austérité Il faudra rapide. Débrancher le système quand on sera sûr que le malade sera sorti de la tente à oxygène et on n'est pas encore complètement sûr de ça. Alors évidemment, on a mis beaucoup de soutien. Les PGE, les prêts garantis par l'État, avec BPI France, on en a... BPI France en a fait quasiment... 700 000, c'est assez énorme, 130 milliards. Et puis il y a le chômage partiel, il y a tout le soutien. Donc ce soutien, nous, Caisse des dépôts, on va maintenir tout ce qui est de notre responsabilité, notamment le logement social, les collectivités, etc. Et pour ce qui relève du gouvernement, je pense qu'il vaut mieux que ça dure un petit peu plus longtemps, quitte à garantir l'envol. En plus, on se prépare quand même à une très belle année 2021, probablement. On est parti, on craignait de faire pas plus de 5%, on va peut-être faire plus de 6, peut-être pas loin de 7. Donc il faut vraiment qu'on garde cet élan. Ça va nous permettre de retrouver beaucoup plus vite que prévu le niveau qu'on avait en 2019. Et ça, c'est porteur aussi de création d'emplois. Parce qu'il ne faut jamais oublier qu'on a besoin de créer des emplois dans notre pays. Le niveau de chômage reste élevé, même s'il a baissé de façon assez régulière. Et donc, tout ça demande de maintenir ces aides aussi longtemps que nécessaire. Donc, Éric Lombard, vous êtes un peu plus keynésien, un peu moins schumpeterien, mais votre cœur balance. La France n'est pas vraiment le pays de Schumpeter. Même s'il y a beaucoup d'entrepreneuriat qui se développe partout sur les territoires. Oui, beaucoup de création d'entreprises. Et en attendant qu'on soit devenu complètement schumpeterien, Keynes reste le bienvenu. Eh bien, ça sera le mot de la fin pour cette grande tribune de la relance avec Éric Lombard, le directeur général de la Caisse des dépôts. Merci à Boréal pour la production. Merci au Cigale pour d'être là. Merci à Soala et à Martin pour la post-production qu'on fera tout à l'heure. Merci à vous. Merci Philippe.